À la famille, annonça mon père, David, en levant sa coupe de champagne. Dehors, le soir du Nouvel An, des feux d'artifice illuminaient le ciel. Mais à l'intérieur, le silence se fit. L'héritage revient à Chloé. Alyssa, tu es stable. Tu n'en as pas besoin. Je restai figé. À côté de moi, ma sœur affichait un sourire narquois, dépensant déjà de l'argent qu'elle n'avait pas gagné. En fait, ajouta-t-il d'une voix douce avant le virement, nous avons besoin que tu rembourses les 120 000 $ restants de l'hypothèque. Considère cela comme un cadeau d'adieu pour l'avenir de ta sœur. C'est à cet instant que la fille mourut et que l'architecte naquit. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous nous écoutez et quelle heure il est chez vous. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. L'hystérie est un gaspillage d'énergie. Je n'ai pas renversé la table ni jeté mon verre au visage de mon père. J'ai simplement fini ma coupe de champagne, posé mon verre sur un plateau et suis sorti. L'air glacial de l'hiver me mordait la peau, vif et purificateur, dissipant la chaleur de la pièce et l'odeur suffocante de mon parfum hors de prix. Je suis monté dans ma voiture, mais je n'ai pas démarré tout de suite. J'ai plutôt sorti mon téléphone. L'écran bleu brillait dans l'obscurité, un portail numérique vers la seule chose qu'ils appréciaient chez moi, mon utilité. J'ai ouvert mon application bancaire. Mon pouce a hésité au-dessus des virements permanents, ces bouées de sauvetage automatisées que j'avais mises en place des années auparavant pour maintenir leur navire en perdition à flot. D'abord, l'argent de poche mensuel. 1200 $ versés le premier de chaque mois, comme une horloge. Annulé. Ensuite, le prélèvement automatique pour la facture, le chauffage et l'électricité d'une maison que l'on me disait maintenant devoir rembourser mais dont je ne serais jamais propriétaire. Annulé. Puis les primes d'assurance pour la voiture de mon père et la carte de crédit supplémentaire que j'avais donnée à Chloé pour les urgences, qui servait généralement à acheter des sacs de créateurs et à payer des brunchs. Dissocié. Supprimé. Confirmé. Il m'a fallu moins de 3 minutes pour démanteler l'infrastructure financière de leur vie. Assise dans le silence glacial de ma voiture, j'attendais que la panique m'envahisse, que la culpabilité, inculquée en moi depuis l'enfance, me submerge. Mais elle ne vint pas. Au lieu de cela, mes pensées vagabondèrent, repassant en revue les comptes que j'avais enfouis au plus profond de ma mémoire. Ces reçus n'étaient pas de simples chiffres. C'étaient les souvenirs de ma propre bêtise. La réparation du toit, 3 hivers plus tôt, me revint en mémoire. 12 000 $. Ma mère m'avait appelé en pleurs, disant que de l'eau s'infiltrait sur le tapis ancien. J'avais payé sans hésiter. Puis, le sauvetage de la société de conseil de mon père, qui avait fait faillite. 60 000 $ virés directement sur son compte professionnel pour le sauver de la faillite et du déshonneur. Il ne m'a jamais remercié. Il a juste dit « sage fille ». Et puis, il y a eu la start-up de Chloé, une idée vague d'agence de gestion d'influenceurs qui n'a jamais géré que mon argent. 24 000 $ partis en fumée en 6 mois. Pendant des années, je me suis persuadé que j'agissais par devoir. J'étais la responsable, la compétente. C'était mon rôle de réparer leurs erreurs. Mais assise là, dans l'obscurité, la vérité m'est apparue, froide et dure comme le givre sur mon pare-brise. Je ne les payais pas par pure bonté. Je les payais par besoin désespéré d'être vu. J'étais comme un enfant de verre, transparente, résistante, et qu'on pouvait facilement transpercer. Je croyais que si je payais suffisamment, si je résolvais assez de problèmes, si je devenais indispensable, ils finiraient par me voir comme une personne, et non comme une simple ressource. J'avais souscrit un abonnement à leur bienveillance, et le prix ne cessait d'augmenter tandis que le service se dégradait. Je pensais que l'argent était leur langage, alors je criais à tue-tête, espérant un écho. Mais ce soir, ils avaient été clairs. Mon argent n'était pas un dialogue. C'était un tribut, et j'en avais assez de payer des impôts à un royaume qui venait de m'exiler. J'ai démarré la voiture. Le chauffage s'est mis en marche, soufflant un air chaud sur mes mains gelées. Mon téléphone est resté muet. Ils étaient sans doute encore en train de trinquer à l'intérieur, célébrant leur propre intelligence, célébrant l'avenir qu'ils pensaient que j'allais financer. Ils ignoraient tout de la fermeture définitive de la banque d'Alyssa. Je quittais l'allée pour m'engager sur la route principale, laissant le domaine derrière moi. Je ne ressentais aucune tristesse. Je me sentais plus légère. La chaîne invisible qui m'avait lié à leur approbation pendant 30 ans s'était brisée. Je rentrais chez moi, dans un appartement vide, mais pour la première fois de ma vie, je ne fuyais pas qui j'étais. Je roulais vers un bilan qui, enfin, avait du sens.
Les conséquences se firent sentir avant même que j'arrive à mon appartement. Mon téléphone, toujours connecté au Bluetooth de la voiture, se mit à vibrer violemment, à l'image de la tempête qui grondait en moi. D'abord, un SMS de ma mère. « Tu es folle? Reviens tout de suite. » Puis, un appel manqué de Chloé. Ensuite, un message vocal de mon père. Je ne l'écoutais pas. Je savais ce qu'il dirait. J'imaginais sa voix empreinte d'incrédulité et de cette rage particulière réservée à la propriété qui ose répondre. Une fois garé dans mon garage, je ne suis pas monté immédiatement. Assise dans le noir, je faisais défiler les notifications qui s'accumulaient comme des débris. Chloé avait posté une vidéo. Bien sûr, un gros plan de son visage, strié de larmes, mais parfaitement éclairé, avec une légende qui disait « Les membres toxiques de la famille qui ne soutiennent pas les femmes qui se soutiennent entre elles sont les pires. » Courage, less rayness. Aucun contexte, aucun fait, juste une vague victimisation destinée à susciter la pitié d'inconnus. J'ai vu les « j'aime » grimper. 50, 100, 500. Des gens que je connaissais à peine commentaient. Tellement vrai, ma belle. Et la jalousie est une maladie. Ils n'avaient aucune idée de qui elle parlait, mais l'histoire était déjà en train de se construire. J'étais la grande sœur jalouse. J'étais la vieille fille aigrie qui essayait de gâcher le moment de gloire de l'enfant chéri. Mais tandis que j'analysais cette agression numérique, quelque chose d'étrange s'est produit. La douleur que je m'attendais à ressentir ne s'est pas matérialisée. Au lieu de cela, mon cerveau a changé de registre. Il est passé du traitement émotionnel à la reconnaissance de schémas. J'ai perçu le mécanisme sous-jacent à leurs actions, les rouages de leur dysfonctionnement qui s'enclenchaient. Ils ne réagissaient pas à moi en tant que personne, mais à un dysfonctionnement de leur système. C'était une dissonance cognitive en direct. Pour mes parents, j'étais deux choses à la fois, suffisamment prospère pour payer leurs factures, mais suffisamment insignifiante pour être rejetée. Ces deux idées auraient dû être incompatibles, mais dans la logique tordue d'une famille narcissique, elles s'équilibraient parfaitement. Mon indépendance n'était pas une source de fierté pour eux, mais une insulte. Chaque promotion, chaque augmentation de salaire était un rappel silencieux que je n'avais pas besoin d'eux. Et pour un parent qui a besoin d'être indispensable, c'est l'ultime blessure. Chloé, en revanche, était leur chef-d'œuvre. Son impuissance les rendait puissants. Son besoin constant d'être secouru validait leur rôle de sauveur. En lui donnant tout et en ne me laissant qu'une facture, il renforçait la hiérarchie qui les rassurait. Il ne me punissait pas d'être mauvaise, mais d'avoir grandi. Je regardais à nouveau mon téléphone. Un autre message de ma mère, « Tu détruis cette famille à cause d'une jalousie mesquine. Grandis un peu. » Un rire sec et aigu me échappa dans le garage vide. La jalousie. Il croyait vraiment que je désirais ce que Chloé avait. Il croyait que je voulais la dépendance, l'infantilisation, la cage dorée qu'il lui avait construite. Il ne pouvait concevoir un monde où l'autonomie était la récompense. Me défendre, c'était comme affronter un virus. On ne discute pas avec un logiciel malveillant, on le met en quarantaine. J'ouvre simplement mes paramètres et je les bloque un par un. Maman, papa, Chloé, les larbins, les tantes et les cousins qui, inévitablement, prendraient leur parti. J'ai tranché les membres numériques du monstre. Le silence qui suivit fut pesant, mais pas pesant. Il était pur. Je suis monté dans mon appartement, celui que j'avais payé, celui qui m'appartenait entièrement. J'ai préparé du thé. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai contemplé les lumières de la ville. Pour la première fois en 30 ans, je n'attendais pas le pire. J'avais déjà tourné la page. La guerre avait commencé, mais j'avais déjà quitté le champ de bataille. 2 années passèrent, 2 années de silence, 2 années de paix. J'ai acheté une nouvelle maison, une petite mais charmante maison moderne du milieu du siècle, nichée dans un quartier calme, loin du domaine. Elle avait un jardin que j'entretenais moi-même, un jardin dont j'étais la seule à posséder la clé. J'ai travaillé, j'ai voyagé, j'ai redressé ma situation financière et j'ai guéri, du moins je le croyais. Puis vint ce mardi pluvieux de novembre. J'étais assise dans mon salon, un livre à la main, bercé par le bruit de la pluie qui tambourinait contre la vitre. C'était mon havre de paix. Et puis la sonnette retentit. Je n'attendais personne. Je suis allé ouvrir et j'ai regardé par le Judas. J'ai eu le souffle coupé. Sur le perron, blotti sous des parapluies, se tenaient mes parents et Chloé. Ils semblaient amaigris. Le costume de mon père était froissé. Les cheveux de ma mère, d'ordinaire impeccablement coiffés, étaient crépus et humides. Chloé frissonnait dans un manteau léger,
traînant derrière elle une énorme valise Louis Vuitton. Je n'ai pas ouvert la porte. Je suis resté figé, les yeux rivés sur eux. Leur vue a déclenché une réaction physique, une oppression dans la poitrine, une soudaine nausée suffocante. Ce n'était pas seulement de la peur. C'était du dégoût. C'était l'odeur de pain grillé brûlé et le silence qui imprégnait autrefois la maison de mon enfance, qui envahissait soudain mon espace propre et rassurant. Mon père a frappé de nouveau, plus fort cette fois. « Alyssa, on sait que tu es là. » J'ai déverrouillé la serrure et ouvert la porte, mais je n'ai pas reculé. Je me suis placé bien en face. « Qu'est-ce que tu veux, Alyssa ?»« Dieu merci, » a dit ma mère en se penchant vers moi comme pour m'enlacer. J'ai reculé d'un pas, maintenant le seuil entre nous. Il nous faut un endroit où loger quelques semaines. « Pourquoi ?» demandai-je. Ma voix était calme, mais mon cœur battait la chamade. « On rénove la maison » répondit mon père d'un ton pressé. Trop pressé. Son regard fuyait, évitant le mien. D'importants travaux de structure. L'entrepreneur a dit qu'on devait partir pour des raisons de sécurité. On s'est dit, l'entraide familiale, quoi? Rénovation, répétai-je. Je regardais Chloé. Elle fixait son téléphone, refusant de lever les yeux, mais je vis son pouce trembler tandis qu'elle faisait défiler l'écran. Oui, rénovation, insista ma mère d'une voix stridente. C'est un vrai désastre. De la poussière partout. Vous avez pourtant de la place, non? Quelque chose clochait. Les retours d'eux ne sentaient pas la poussière de chantier. Ils sentaient le désespoir. Ils sentaient l'échec. Mon père, cet homme si fier de sa dignité, se tenait sous la pluie sur le perron, me demandant un lit. Ce n'était pas une rénovation. C'était un effondrement. Je ne peux rien faire pour vous, dis-je. Alyssa, s'il te plaît, supplia ma mère, les larmes aux yeux. Un numéro que j'avais vu 1000 fois. Ce n'est que pour un petit moment. Chloé n'a nulle part où aller. Ne sois pas cruel. Cruel, ce mot résonnait dans ma tête. Cruel, c'était prendre 60 000 $ à sa fille, sans même la remercier. Cruel, c'était la déshériter en pleine fête. Ce n'était pas de la cruauté. C'était une question de limite. J'y réfléchirai, mentis-je. Donnez-moi 1 heure. On attend dans la voiture, dit mon père, essayant de sauver ce qui lui restait. J'ai fermé la porte à clé. Mes mains tremblaient. Je suis allé à la fenêtre et les ai regardés regagner leur voiture. Non pas la berline de luxe qu'ils conduisaient d'habitude, mais un vieux modèle cabossé. Ils étaient assis là, 3 fantômes dans une boîte métallique, attendant que je les sauve à nouveau. Je n'ai pas appelé d'hôtel. Je n'ai pas appelé d'entrepreneur. J'ai appelé une amie agent immobilier. J'ai besoin que tu vérifies quelque chose pour moi, ai-je dit d'une voix assurée. Vérifie l'acte de propriété du 42, Oakwood Drive, la maison de mes parents. Dis-moi qui en est le propriétaire. 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Alyssa, a dit mon ami à voix basse. La maison n'est pas en rénovation. Elle a été vendue aux enchères il y a 3 semaines. La banque en est propriétaire. Ils ont été expulsés ce matin. J'ai raccroché. J'ai regardé par la fenêtre la voiture garée dans mon allée. Ils ne rénovaient pas. Ils étaient sans abri. Et ils étaient venus s'adresser à la seule personne qu'ils avaient rejetée, espérant que j'étais encore brisé. Suffisamment pour les laisser entrer. Ils étaient un cheval de Troie, non pas rempli de soldats, mais des débris de leur propre vie, prêts à se déverser et à détruire la mienne. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je suis allé à mon bureau, j'ai ouvert le tiroir du haut et j'en ai sorti un dossier. Je m'étais préparé à ce moment, inconsciemment, intuitivement. Je savais que leur mensonge finirait par s'effondrer, et je voulais être prête à fouiller les décombres. « Entrez » dis-je d'une voix faussement calme. « Mais laissez les bagages sur le perron. » Ils hésitèrent, mais la pluie froide ne leur laissa pas le choix. Ils entrèrent à petits pas dans mon entrée, laissant des gouttes d'eau sur le parquet. Ma mère regarda autour d'elle, les yeux écarquillés devant les œuvres d'art au mur, les meubles coûteux, la quiétude absolue des lieux. « C'est joli, dit-elle d'une voix faible. Tu as bien réussi. Oui, dis-je. C'est vrai. Je les conduisis à la table à manger. Je ne leur proposai ni thé ni serviette. Je m'assis et ouvris le dossier. J'ai parlé à un contact dans l'immobilier, dis-je sans lever les yeux. La maison a été vendue aux enchères pour 600 000 $. La banque a pris la majeure partie de la somme pour rembourser le premier prêt hypothécaire, mais il y en avait un second, n'est-ce pas? Mon père se raidit. Comment as-tu su? Un second prêt hypothécaire de 360 000 $? Je continuais à lire mes notes griffonnées. Contracté il y a 2 ans. Où est passé l'argent?
Papa? Il ne répondit pas. Il regarda Chloé. Elle examinait ses ongles, le visage pâle. C'était un investissement, dit Chloé d'une voix tremblante. Une opportunité d'affaires. Quel genre d'affaires? Demandai-je. Une marque de style de vie, murmura-t-elle. Ça allait cartonner. On allait vendre des compléments alimentaires et des programmes de coaching. L'investissement initial était élevé, mais les retours sur investissement étaient censés être exponentiels. Je fermai les yeux. Ce n'était pas juste de la malchance. Ce n'était pas un krach boursier. C'était une arnaque pyramidale, du marketing de réseau. Je les avais prévenus il y a des années, quand Chloé a commencé. Elle a commencé à publier des messages sur le fait d'être son propre patron. Je leur avais dit que c'était une arnaque. Ils m'avaient dit que je ne les soutenais pas. Ils m'avaient dit que je ne comprenais rien à la vision. Alors, tu as hypothéqué la maison? Ai-je dit en ouvrant les yeux. Pour acheter des stocks pour un système pyramidal. Ce n'était pas un système, a rétorqué Chloé, son arrogance d'antan réapparaissant un instant. Le marché a juste fluctué. Et puis les fondateurs ont été inculpés. Ce n'était pas de ma faute. Et la demande de crédit? Ai-je demandé en me tournant vers mon père. Le mois dernier, une demande de prêt personnel de 50 000 $ au nom d'Alyssa Vance a été refusée parce que mon crédit est gelé. Ma mère a poussé un cri d'effroi. Elle a regardé mon père. David, tu as dit que tu avais un co-signataire. J'ai essayé de nous sauver, a-t-il crié en frappant du poing sur la table. Le vernis du patriarche digne s'est fissuré, révélant l'escroc paniqué qui se cachait dessous. On était en train de couler, ai-je pensé. Je pensais que si je pouvais juste obtenir un peu d'argent, je pourrais arranger les choses. Avant même que quiconque ne s'en aperçoive. Tu es ma fille. Tu as tout ce qu'il te faut. Tu ne l'aurais même pas remarqué. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Le bruit de la pluie contre la vitre semblait s'amplifier. Ils n'avaient pas seulement perdu leur maison. Ils avaient tenté d'usurper mon identité pour la sauver. Ils étaient prêts à m'entraîner dans leur chute, à ruiner mon crédit, ma réputation, ma vie, juste pour masquer leur propre incompétence. Ce n'était pas du désespoir. C'était de la prédation. Je les regardais. Mon père, le visage rouge et haletant. Ma mère, pleurant en silence. Chloé, toujours aussi fière de son échec. Et je compris la vérité. Ils n'étaient pas de ma famille. Ils étaient un fardeau. Un mauvais investissement que j'aurais dû abandonner il y a des décennies. Je vois, dis-je en me levant. Je me dirigeai vers la fenêtre et contemplai le ciel gris. Mon esprit s'emballait, non pas de colère, mais de stratégie. Il voulait un sauveur. Il voulait un toit. Il voulait que je le répare. Et je le ferais, mais pas comme il l'imaginait. Une proposition, dis-je en me retournant vers eux. Ils levèrent les yeux, l'espoir brillant dans leurs yeux comme une allumette dans une pièce sombre. Je dois partir en voyage d'affaires, mentis-je. L'idée se forma dans mon esprit, parfaite et terrible à la fois. 6 mois à l'international. J'ai besoin de quelqu'un pour surveiller l'appartement, arroser les plantes, assurer la sécurité des lieux. On peut faire ça? S'écria ma mère en joignant les mains. Oh, Alyssa, merci. On en prendra grand soin. Tu peux rester ici, Alyssa, dis-je, pendant 6 mois. Cela te donnera le temps de te remettre sur pied, d'économiser de l'argent et de trouver un autre logement. Mon père Lysa est chapper, un langue super tremblante. Merci, dit-il, la voix étranglée par le soulagement. Je le savais. Je savais que tu ne nous laisserais pas tomber. La famille est unie. Oui, dis-je, un petit sourire froid effleurant mes lèvres. La famille est unie. Je me dirigeai vers le crochet à clé près de la porte. Je pris le double. Je le tendis à mon père. Il le prit, les mains tremblantes. Il pensait que c'était les clés de son salut. Il ignorait qu'elles étaient les clés d'un piège. Je pars dans 2 jours, dis-je. Vous pourrez emménager ensuite. 2 jours, répondit Chloé en jetant un regard avide autour d'elle. Parfait. Ils partirent 1 heure plus tard, pleins de gratitude et de fausses promesses. Je les regardai s'éloigner en voiture, puis je retournai à mon bureau. J'ouvris mon ordinateur portable. Je ne réservai pas de vol. Je me connectai à un site d'annonces immobilières. Je rédigeai une nouvelle annonce, appartement de luxe à vendre, clé en main, disponible immédiatement. Je ne partais pas en voyage. Jempakai's Lou Pactol. Et quand les nouveaux propriétaires? Dis-je. Pendant 6 mois. Cela te donnera le temps de te remettre sur pied, d'économiser de l'argent et de trouver un autre logement. Mon père Lysa est chapper, un langue super tremblante. Merci, dit-il,
la voix étranglée par le soulagement. Je le savais. Je savais que tu ne nous laisserais pas tomber. La famille est unie. Oui, dis-je, un petit sourire froid effleurant mes lèvres. La famille est unie. Je me dirigeai vers le crochet, à clé près de la porte. Je pris le double. Je le tendis à mon père. Il le prit, les mains tremblantes. Il pensait que c'était les clés de son salut. Il ignorait quelles étaient les clés d'un piège. Je pars dans 2 jours, dis-je. Vous pourrez emménager ensuite. 2 jours, répondit Chloé en jetant un regard avide autour d'elle. Parfait. Ils partirent 1 heure plus tard, pleins de gratitude et de fausses promesses. Je les regardai s'éloigner en voiture, puis je retournai à mon bureau. J'ouvris mon ordinateur portable. Je ne réservai pas de vol. Je me connectai à un site d'annonces immobilières. Je rédigeai une nouvelle annonce, appartement de luxe à vendre, clé en main, disponible immédiatement. Je ne partais pas en voyage. Jempekais le pactole. Et quand les nouveaux propriétaires arriveraient, ils ne trouveraient pas un appartement vide. Ils trouveraient 3 squatteurs qui se prenaient pour les maîtres du monde. 2 semaines passèrent. Je les passai dans une suite d'hôtels avec vue sur la ville. Mon téléphone éteint, mon ordinateur portable ouvert. Je ne me cachais pas. Je coordonnais tout. J'engageai une entreprise de déménagement pour emballer les quelques objets auxquels je tenais. Mes œuvres d'art, les bijoux de ma grand-mère, mes disques durs. Pendant l'absence des locataires, j'ai signé les documents de vente électroniquement. J'ai vu le virement arriver sur mon compte. Produit de la vente, 1 400 000 $. Puis le grand jour est arrivé. C'était un mercredi. J'avais acheté une nouvelle maison, non cotée en bourse, via une SARL. J'étais assise dans mon nouveau salon, entouré de cartons. Quand j'ai rallumé mon vieux téléphone, il s'est mis à vibrer aussitôt. 100 appels manqués, 50 messages vocaux, une avalanche de SMS commençant par « Merci beaucoup » et se terminant par « Réponds au téléphone ». J'ai attendu que le téléphone sonne à nouveau. C'était ma mère. J'ai pris une gorgée d'eau, je me suis raclé la gorge et j'ai répondu. « Allô, Alissa » a-t-elle crié. « Alissa, où es-tu? Il y a des gens ici. Des inconnus, ils ont une clé. Ils disent qu'ils ont acheté l'appartement. » Je me suis adossé à ma chaise. « Oui, ai-je répondu. C'est vrai. » Silence. Un silence suffocant. Puis un halètement rauque. « Quoi? J'ai vendu l'appartement, maman ?» ai-je dit d'une voix aussi froide que le comptoir en marbre sous ma main. « Il y a 2 semaines. Les nouveaux propriétaires ont l'acte de propriété. Ils emménagent aujourd'hui. »« Mais tu avais dit qu'on pouvait rester. » a-t-elle sangloté. « Tu avais dit 6 mois. On n'a nulle part où aller. »« Les plans changent, » ai-je dit. Comme quand tu as changé d'avis au sujet de mon héritage. Ou quand tu as changé les serrures de la maison de mon enfance sans me dire qu'elle était saisie. La vie est imprévisible, n'est-ce pas? J'ai entendu mon père crier en arrière-plan, incohérent. « Passe-moi le téléphone » a-t-il rugi. Puis sa voix, chargée de rage, a résonné dans mon oreille. « Petite sorcière, tu as vendu notre maison. » C'étaient tes parents. Ce n'était pas ta maison, David, le corrigeai-je. C'était mon bien. Et j'ai décidé de le liquider pour repartir à zéro. Tu comprends, n'est-ce pas? Ce ne sont que des affaires. Je vais te poursuivre en justice, hurla-t-il. Je te poursuivrai jusqu'au dernier centime. Avec quel argent? Demandai-je. Tu es ruiné. Tu n'as plus de maison. Tu n'as plus de crédit. Et tu as 1 heure avant que les nouveaux propriétaires appellent la police pour intrusion. Je te conseille de commencer à faire tes valises. Alyssa, SILT plate. Ma mère sanglota en reprenant le téléphone. Chloé pleure. Elle a peur. Comment peux-tu faire ça à ta sœur? Chloé a 25 ans, dis-je. Elle peut trouver du travail. Ou peut-être qu'elle peut vendre une partie de ce stock pour lequel elle a hypothéqué ton avenir. Nous sommes une famille, supplia-t-elle. Tu ne peux pas nous laisser à la rue. Je ne te laisserai pas à la rue, dis-je. Je te laisse assumer les conséquences de tes actes. Tu as passé 30 ans à me faire croire que je ne valais que ce que je pouvais offrir. Eh bien, c'est fini. Débrouille-toi. J'ai raccroché. J'ai retiré la carte SIM du téléphone et l'ai cassée en 2. Puis j'ai jeté le téléphone à la poubelle. C'était terminé. Le silence dans ma nouvelle maison n'était pas vide. Il était plein. Plein de possibilités. Plein de sécurité. Je me suis dirigé vers le mur où j'avais accroché une nouvelle œuvre d'art, une peinture représentant une tempête se dissipant au-dessus de l'océan. Je suis resté là longtemps, à respirer. Je ne les ai pas détruits. Je savais que des gens comme me trouvent toujours un nouvel hôte, une nouvelle victime, une nouvelle arnaque.
Mais j'avais enlevé l'échafaudage qui les retenait dans ma vie. J'avais expulsé les fantômes. Je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé mon jardin. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres dorées sur l'herbe. Je n'étais plus une fille. Je n'étais plus une sœur. Je n'étais plus une banque. J'étais juste Alyssa. Et pour la première fois de ma vie, cela m'a suffi. Je n'ai pas perdu ma famille, j'ai gagné un avenir. Qu'auriez-vous fait à ma place? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous.